Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Donc, il s'agit d'inscrire l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, rappelons-nous, Simone Veil en 1975, dans la Constitution française. Voilà. Donc, le Sénat a voté, soyons clairs, nettement, sinon massivement, pour l'inscription. L'Assemblée nationale, on pense que ça ne fera aucun doute, bien sûr. Et Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé la réunion du Parlement en congrès le 4 mars prochain, donc dans quelques jours. Une majorité des 3/5 sera nécessaire pour entériner la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Tout le monde s'attend à ce qu'il n'y ait aucun problème. Mais peut-être que le problème n'est pas là. Il ne s'agit pas d'être, évidemment, de contester l'IVG. Il ne s'agit pas de rentrer dans cette polémique, mais de se demander si le sociétal n'est pas en train d'envahir ou ne va pas envahir la Constitution. On s'explique, très bien, mais la Constitution n'est pas quelque chose où on peut faire un menu ou à la carte en permanence. Et est-ce que demain, d'autres enjeux, la GPA peut-être, ne vont pas, des personnes et des personnalités ne vont pas demander son inscription à la Constitution? Où doit s'arrêter ceci? Et c'est pour ça que nous avons demandé à Philippe Fabry. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour. Vous êtes historien du droit, je le rappelle, vous êtes auteur du Président absolu, la 5e République contre la démocratie aux éditions Scripta Manente. Vous avez reçu pour ça un excellent livre. Et puis vous avez sur votre chaîne YouTube Philippe Fabry, on peut vous voir sur votre chaîne YouTube Philippe Fabry. Alors, Philippe Fabry, encore une fois, le problème n'est pas de discuter du pour et du contre, effectivement, l'IVG, mais est-ce que ce droit à l'inscription de l'IVG ouvre effectivement la porte à toute une série de réformes, d'ailleurs, qui ont leur justification ou leur légitimité, mais doit-on à chaque fois faire entrer cela dans la Constitution ? Alors, c'est une question qui a été débattue. Il y a le président du Sénat, notamment Gérard Larcher, qui avait dit qu'il fallait pas que ça devienne un catalogue de droits sociaux et sociétaux, la Constitution. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dans beaucoup de pays, c'est souvent le cas, et à vrai dire, depuis le début de la tradition constitutionnelle, parce que si on y pense, les fameux amendements, par exemple, à la Constitution des États-Unis, le droit de porter les armes, liberté d'expression, etc., tous ces droits qui sont des droits sociaux et sociétaux, pour ainsi dire, sont justement ce que le nom qu'on leur donne, c'est-à-dire ce sont des amendements à la Constitution. C'est-à-dire d'abord, ils ont adopté leur Constitution et ils ont ajouté tout ça. Et de manière générale, dans l'histoire constitutionnelle occidentale, que ce soit pour l'habeas corpus en Grande-Bretagne ou chez nous d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme qui a été rédigée par la Constituante, et cela juste avant et dans le cadre ou dans le prolongement de ces travaux pour donner une constitution à la France, les deux ont toujours été très liés. Alors, ça peut entraîner des disputes un peu techniques parce que d'aucuns ont envie de dire que la Constitution c'est fait pour régler la distribution des pouvoirs essentiellement et pas pour donner des droits. Mais comme c'est le texte fondamental et que dans l'idée de la démocratie libérale, il y a le fait que même par rapport à la démocratie, c'est-à-dire même par rapport au pouvoir de la majorité, il faut protéger les individus, en particulier les droits des individus. Le fait d'inscrire ça dans la Constitution, en principe, c'est quelque chose qui est assez lié à la tradition occidentale. Oui, d'accord. Donc, effectivement, oui, le sociétal, d'ailleurs, que quand vous parlez des États-Unis d'Amérique, c'est clair, c'est même le premier amendement de la liberté d'expression. Et le second amendement, le droit de porter des armes, donc, effectivement, sujets sociétaux. Donc, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir, encore une fois, au-delà de l'IVG, comment faire pour que, ce que disait aussi Gérard Larcher, et que vous répétez, effectivement, comment faire pour que ça ne devienne pas une inscription, je ne dis pas automatique, mais presque au catalogue, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un problème se posera, bien on va ajouter un amendement et on va l'inscrire dans la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, je ne dirais même pas de dérive, mais enfin de sursaturation de cette sacrée Constitution, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour la rétablir, peut-être, Philippe Fabry, vous le dites vous-même. Alors, effectivement, il y a deux problèmes. Le premier problème, on peut commencer par celui-là, c'est de savoir si, effectivement, c'est la priorité des priorités.
à partir du moment où on a des problèmes que j'ai pu indiquer par ailleurs sur le caractère démocratique et l'équilibre des institutions. Et là, en particulier, ça fait 2 ans qu'on a d'énormes problèmes de conflit entre l'exécutif et le Parlement, avec un Parlement qui est vraiment foulé aux pieds. Et on peut se demander dans ces circonstances si la priorité dans la réforme constitutionnelle, c'est ça, et c'est pas de mesurer le pouvoir du Conseil constitutionnel ou ce genre de choses. Ça, on peut tout à fait l'entendre, mais c'est une question qui se pose pas juste là en principe. C'est une question générale. Maintenant, sur le fait d'ouvrir la porte, je pense que ce qu'il faut voir surtout, c'est que d'une certaine manière, cette inscription de l'IVG dans la Constitution, ça montre que c'est vraiment entrer dans les mœurs. C'est-à-dire que je vous ai entendu vous inquiéter de la GPA. Je pense que pour faire entrer la GPA dans la Constitution, il faudrait que la GPA ait été adoptée déjà légalement et que ça fasse 40 ans qu'elle est dans le droit français. Parce qu'en fait, c'est ça la question. Ah oui, il faut les 40 ans. Il faut les 40 ans. Ouais. Mais alors, je sais, c'est pas qu'il faut les 40 ans, si vous voulez, mais bon, même si c'est une vieille durée en droit de prescription, mais l'idée, c'est que à partir du moment où une chose a été installée, en général les nouvelles idées elles viennent par la gauche, toujours, a été installée et admise dans la société, une fois que ça fait 40 ans que c'est là, tout le monde est habitué à ce que ce soit là. Et donc j'ai envie de dire à la limite plutôt que le fait qu'on inscrive l'avortement dans la Constitution, même si à la base c'était quelque chose qui était quand même pas mal poussé par des gens de gauche, c'est de là que ça venait la pression, mais ça n'a été possible que ça parce que c'était accepté par les gens de droite. Et si la droite l'a accepté, c'est parce qu'au fond c'est quelque chose. On sent que le problème de l'avortement, et d'ailleurs c'est ça qui a été indiqué comme argument pour le faire entrer à la Constitution, c'est que maintenant il faut conserver l'avortement. C'est-à-dire que la peur n'est plus dans le fait que les gens n'acceptent pas d'accorder ce droit, ça c'était il y a 40 ans. Bien sûr. Maintenant, il y a la peur qu'on revienne dessus. Et donc en fait, c'est devenu presque un combat conservateur, l'avortement d'une certaine manière. Et je pense pas qu'on puisse faire entrer des choses dans la Constitution. Un combat pour garder nos acquis, c'est ça, quelque part. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce que on voit très bien que malgré tout, dans le changement de l'ordre politique français, il y a aussi, il y a eu une vieille hostilité à droite à l'avortement, mais qui est devenue de plus en plus minoritaire. On le voit en voyant combien cette réforme a été votée. Mais il y a peut-être quand même, qui était pas de gauche. Oui. Mais il y a peut-être un danger. Au fond, un des grands non-dits peut-être dans le est-ce que demain on pourrait pas revenir là-dessus? Il y a notamment la montée d'une nouvelle gauche qu'on sait moins ouverte, moins féministe. Je pense en particulier à la montée d'un certain islamisme politique en France, qui lui a plutôt les mêmes positions que les catholiques durs, on va dire, sur l'avortement, c'est-à-dire une hostilité. Et donc dans le futur, à mon avis, c'est plutôt de là que ça viendrait, plutôt qu'une espèce de retour de bâton droitard contre l'avortement qui, clairement, les votes l'ont montré, et le montrera sans doute encore lundi, n'est pas tellement en danger. Mais Philippe Abri, juste un mot, c'est-à-dire au-delà de la gauche et de la droite, effectivement, vous avez raison, on voit très très bien qui s'oppose et qui, effectivement, regimbe à cela. Mais au-delà de la gauche et de la droite, moi, ce qui me paraît peut-être, encore une fois, en tout cas poser question, c'est que demain, je ne sais pas, mettons par exemple que vous allez avoir, je pense au wokisme ou autre, en disant, alors je vais évidemment très loin, en disant oui, mais nous, par exemple, voilà, le transgenre, le transgenrisme, le changement de sexe au moment où on veut, etc., tout ce qui agite effectivement l'opinion, même si c'est une minorité depuis déjà une dizaine d'années. Et pourquoi il n'y aurait pas des gens qui diraient, écoutez, bon, maintenant c'est un acquis, il faut le mettre dans la Constitution. Alors, ça serait possible. Pour ça, il faudrait qu'effectivement ce soit un acquis, et que ce soit un acquis qui est suffisamment vieilli, j'ai envie de dire. Donc c'est pas impossible, si vous voulez, au strict plan théorique, que dans 40 ans, il y ait des gens qui veuillent mettre, je sais pas, la condamnation de la transphobie ou quelque chose comme ça. Même si en principe, il y a déjà des choses qui vont dans ce sens sur les discriminations en raison de l'orientation sexuelle, etc. Mais enfin, mettons, des choses qui iraient plus loin ou qui seraient plus contraignantes pour une partie de la population dans la Constitution. Pour ça, il faudrait que ça ait suffisamment vieilli. Véritablement. D'ailleurs, c'est ça. Vous dire, c'est la durée. Le plus important, je vous écoute, effectivement, Philippe Abri, le plus important, c'est la durée. Il faut une certaine durée, ou une durée parce certaine. Que c'est ça qui permet d'habituer suffisamment le corps politique, et je pense que ne sont intégrées finalement à la Constitution que les choses dont on estime qu'elles font relativement consensus. Et donc c'est des choses qui nécessitent que le temps soit suffisamment passé pour que
tout le monde se soit habitué à ça. Mais alors je me retourne vers vos préoccupations, Philippe Fabry, vous en avez écrit des livres là-dessus, c'est que justement, en attendant, on ne s'occupe plus du fait qu'il y a des failles béantes, en tout cas que la Constitution ne fonctionne plus. Je ne rappellerai pas, vous en avez parlé par rapport au rapport entre l'exécutif et le législatif, sans parler du judiciaire. On voit très bien, et je ne parlais pas du 49.3 en coup de rafale Kalachnikov, que déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à s'occuper un peu de remédier à ces failles ou à ces trous dans la raquette? Alors je pense qu'il faudrait, mais d'ailleurs il y a des plans pour ça. En tout cas, il y a des velléités. Bruno Retailleau encore l'autre jour expliquait qu'il y avait plusieurs congrès qui étaient prévus dans le futur. Alors je pense que LR ne voulait pas polluer, ils ont eu peur du coup politique, ne voulait pas polluer le congrès sur l'avortement avec ce sujet-là. Mais il y a d'autres congrès qui viendront probablement dans les prochains mois. D'ailleurs, ce qui n'est jamais arrivé, mais enfin il devrait y avoir une série de congrès ou peut-être des congrès concentrés. Ce serait nouveau, parce qu'il faut changer. Très nouveau. Oui, parce qu'il faut changer le statut de la Nouvelle-Calédonie, il est prévu de changer le statut d'autonomie de la Corse, et il est prévu de changer de travailler sur la question du droit du sol à Mayotte. Et ça va être des occasions pour notamment les Républicains d'essayer de pousser leur projet de réforme du référendum, qui était d'ailleurs une idée qui avait été également avancée par Emmanuel Macron, pour éventuellement l'appliquer à la question de l'immigration. Et probablement que tout ceci, en plus, va peut-être aider à recréer de zéro une sorte de culture parlementaire, parce que les sénateurs et les députés vont, quelque part, peut-être s'habituer un peu à siéger régulièrement ensemble dans le cadre de ces multiples congrès qui pourraient intervenir dès cette année. Et donc ça pourrait commencer à partir de lundi. Moi je vais suivre ça avec grand intérêt pour voir un petit peu quelle est l'ambiance au-delà de la juste simple question du vote de l'avortement. Écoutez, on va tous suivre ça. Merci Philippe Fabry, merci de vos éclaircissements. Merci Philippe Fabry d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historien du droit, auteur de ce livre, Le Président absolu, la 5e République contre la démocratie, aux éditions Scripta. Manon, on va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Vous aurez la parole évidemment, 0826 300 300. Mais avant, il y aura les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.